Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens de tourner une vidéo avec un beau projet, c'est de faire une vidéo par jour pendant une semaine. Et je vous ai demandé si ça vous plaisait. Moi, je sais pas encore votre réponse, mais techniquement, si à cette vidéo, c'est que vous étiez plutôt chaud. Donc déjà, un grand merci à vous pour votre soutien. Je sais pas si vous l'avez vu, mais cette vidéo fait à peu près 1 heure. Et pourquoi ça? Et bah déjà, c'est l'idée d'un abonné à la base. Et je me demandais également si ça pouvait vous plaire. Donc quoi de mieux que de le faire pendant une semaine de thread horreur. Et au passage, peut-être vous faire découvrir certains threads que vous n'avez pas vus, ou juste redécouvrir certaines histoires. Et ne vous inquiétez pas, si vous voulez passer à un autre thread, et bah normalement j'ai mis des chapitrages. Alors ce que j'ai fait, c'est sélectionner des threads d'horreur, mais j'ai enlevé les conclusions. Comme ça, vous aurez des histoires sur lesquelles vous pourrez vous endormir. Parce que oui, je sais que certains d'entre vous le font. Et je vous laisse profiter de ça, mes petits potes. Tu connais l'abonnement, le petit pouce bleu et Instagram. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sabrina et comment elle a failli mourir pendant sa 2e année de lycée. Elle nous dit qu'elle sort avec son petit ami qui a fini le lycée, donc lui il est maintenant à l'université et elle commence sa 2e année de lycée. Tout se passe relativement bien jusqu'à ce qu'elle rencontre un fameux gars. Sabrina, elle a jamais été populaire à l'école, mais cette année-là elle s'est dit qu'elle allait faire des efforts. Maintenant elle se maquillait et elle mettait des vêtements plus tendance. Et aussi, elle avait enlevé ses lunettes. C'est à ce moment-là qu'un garçon assez populaire l'a remarqué. Il a commencé à discuter avec elle et il lui a demandé de venir chez lui. Elle était très flattée, mais bien évidemment, elle a dit non. Et elle lui a dit qu'elle avait un petit ami avec qui elle était très heureuse. Et le garçon qu'on va nommer Billy n'a vraiment pas apprécié d'être rejeté comme ça. D'un coup, il a sorti un couteau. Et il lui a dit de quitter son petit ami et de sortir avec lui. Et que si elle le faisait pas, il tuerait son petit ami et elle par la même occasion. Elle était totalement terrifiée, elle a pris son téléphone et elle a rompu avec son petit ami. Son petit ami n'a pas compris pourquoi, il s'est énervé et il a raccroché. Maintenant qu'elle était célibataire, Billy était de nouveau joyeux. Il a arrêté de la menacer et l'a considérée comme sa petite amie. Il était même devenu gentil avec elle. Et Sabrina, elle savait que ce n'était qu'une façade et que si elle faisait quelque chose qu'il n'aimait pas, il lui ferait du mal. Sabrina, elle avait peur d'aller à l'école. Mais pour lui faire plaisir, elle devait se maquiller, ne plus porter ses lunettes et toujours avoir des habits irréprochables. Quelques mois plus tard, ils sont allés au bal de Noël avec des tenues assorties que lui avait choisies. Et de l'extérieur, c'était dur de voir que Sabrina, elle souffrait. Elle jouait bien son rôle. Sabrina, au fond d'elle, elle pense qu'elle peut tenir jusqu'à la remise de son diplôme. Jusqu'au moment où elle reçoit un SMS très étrange. Le SMS vient d'un numéro qu'elle ne connaît pas. Le SMS disait que Billy devait absolument payer un supplément pour le couteau qu'il essayait d'acheter. Et que s'il le faisait pas, c'était pas compliqué. Il tuerait Billy et elle par la même occasion. Sabrina, là, elle savait qu'elle devait rompre avec Billy. Elle court voir une de ses profs et cette prof l'a aidée à rompre avec lui. Tout ça dans un couloir avec plein de gens autour. Il s'est mis à crier et à frapper un casier qu'il a d'ailleurs totalement cassé. Suite à ça, il s'est enfui du lycée. Sabrina, après ça, elle pense que c'est fini. Mais malheureusement, non. Billy, pour se venger, il a commencé à poster des menaces sur les réseaux sociaux. Sabrina, elle va donc voir le principal de son lycée pour lui expliquer tout ça, vu qu'elle commence à avoir assez peur pour sa vie. Le principal lui explique alors qu'il ne l'a pas ciblé dans ses menaces et qu'il ne peut donc rien faire. Pendant plusieurs semaines après ça, elle vit dans la peur la plus totale, jusqu'à ce qu'il publie une menace de mort spécifique à son encontre. Du coup, elle retourne voir le principal et la police a donc été impliquée. 2 policiers sont même assignés pour l'escorter jusqu'à ses cours et la protéger dans l'école. Et je peux vous dire qu'ils ont trouvé de quoi faire avec ce taré. Et avec tous les délits qu'il a commis à son encontre, il a eu une punition. Sa punition, vous me direz? Une suspension de 40 jours. Oui, c'est tout. Sabrina nous dit qu'au moins elle peut respirer pendant 40 jours. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Quelques jours après sa suspension, pendant une journée classique, elle se retrouve aux toilettes de la cafétéria. Elle était seule jusqu'à ce qu'une fille rentre dans les toilettes. La fille se met à côté d'elle et lui dit qu'elle n'aurait jamais dû rien dire et qu'elle avait de la chance que Billy l'ait choisie. La fille s'est mise en colère et l'a traitée de tous les noms. Sabrina, elle suppose que cette fille est juste jalouse, quand soudain cette fille sort un couteau et se jette sur Sabrina.
Sabrina, elle a dévié son attaque mais le couteau a fini plus ou moins planté dans son épaule. Elle s'est enfuie avec l'épaule en sang et ses amis lui ont demandé ce qui s'était passé. Sabrina, elle pleure tellement de douleur qu'elle peut pas aligner de mots. Et ses copines ne comprennent rien et décident d'appeler la sécurité. Sabrina, elle a été soignée mais le temps qu'elle fasse les démarches pour porter plainte, la fille qui l'avait agressée a déménagé dans un autre état. Après ça, Billy a lui aussi déménagé dans un autre état. Sabrina continue sa vie mais reste traumatisée par ces événements qui se sont déroulés il y a 3 ans. Voilà, cette histoire elle est maintenant terminée. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Bill, un Américain de 11 ans au moment des faits. Bill nous dit qu'il s'est levé tôt, il est très content, c'est le jour d'Halloween et il sait qu'il va passer une excellente journée. C'est l'occasion d'être avec ses potes, loin des parents et en prime tu récupères pas mal de bonbons au passage. Il prend même un petit déjeuner ce matin-là alors que d'habitude c'est pas trop son truc. Mais il veut être en pleine forme pour la journée. Pendant le petit déj, sa mère lui demande s'il peut aller chercher 2-3 petites bricoles. Il est ok avec ça et surtout ça lui fait passer le temps vu qu'il est vraiment excité de cette fête. Je vous rappelle, ça se passe aux États-Unis donc il y a quand même beaucoup plus d'engouement pour Halloween qu'en France. Il prend son vélo et il va au Walmart le plus proche. Une fois arrivé, il prend les 2-3 petits trucs demandés par sa mère et quand il rend service à sa mère, elle l'autorise à s'acheter un petit paquet de bonbons et tout. Mais aujourd'hui c'est Halloween, il sait qu'il va en avoir pas mal donc du coup il décide de pas s'en acheter. Du coup Bill se dit « Allez, tu sais quoi, j'achète des petites friandises pour mon chien ». Il paye ses articles et il rentre à la maison. Le chien, il est pas fou, il a direct compris qu'il y avait des friandises pour lui dans le sac. Il saute sur Bill et il lui fait plein de léchouilles. Bref, il donne les articles à sa mère et pour patienter, il va jouer sur son ordi. En même temps, il discute avec son pote Jimmy, sachant qu'il doit le rejoindre à 18h30 pour faire la tournée des maisons. Vers 17h, il commence à se préparer même s'il nous dit que ça lui demande pas énormément de boulot son costume. Il met quelques fausses cicatrices par-ci et là et un peu de faux sang. Bill il a aussi un t-shirt déchiré et surtout un masque. Ce masque il le décrit comme effrayant, il a un œil qui peut gonfler avec une petite pompe à air. Bill est tellement excité qu'il demande à son pote Jimmy s'il peut venir avant. Son copain est ok de venir en avance. Ils préviennent alors la troisième et dernière personne qui compose leur groupe, Carl. Bon, malheureusement, Carl il peut pas venir avant. Du coup, les deux amis décident de l'attendre dans un parc plus loin et que de leur côté, ils vont discuter un peu. 18h30, Carl les rejoint enfin. Ça y est, ils peuvent faire le tour des maisons. La récolte de bonbons est plutôt bonne. Ils rencontrent bien évidemment d'autres groupes de leur école et parlent avec eux au passage. Ils sont plutôt impressionnés par tous les costumes qu'ils peuvent voir. Ils sont encore mieux réalisés que les années précédentes. Il est maintenant 21h et c'est l'heure de rentrer pour les 3 copains. Il leur reste quelques maisons à faire mais Jimmy et Carl habitent plus loin. Ils disent qu'ils doivent vraiment rentrer sinon ils vont se faire tuer par leurs parents. Bill il habite plus proche et il se dit qu'il peut faire encore 2-3 maisons avant de rentrer. Ils se disent donc au revoir et chacun part dans une direction différente. Jimmy et Carl partent pour rentrer chez eux. Et Bill s'avance vers le porche d'une ancienne maison. Il sait d'ailleurs qu'il va être gâté avec l'habitant de cette maison. C'est Monsieur Wilson. C'est un homme qui est proche des 70 ans et il connaît plutôt bien ses parents. Il les a même aidés plusieurs fois dans leur maison quand ils avaient des problèmes de plomberie ou d'électricité. Il nous dit que le Porsche est pas le plus stylé du quartier mais pour un homme de 70 ans ça va, il a fait des efforts, petite citrouille et tout. Il frappe donc à la porte et une dizaine de secondes plus tard, Monsieur Wilson lui ouvre la porte. Bill dit alors la fameuse phrase « Un bonbon ou un sort ?» Monsieur Wilson lui dit en rigolant « Oula, doucement mon garçon, je vais te donner des bonbons, vas-y entre, ils sont dans la cuisine. » Bill rentre donc dans la maison et suit le vieux monsieur vers la cuisine. Monsieur Wilson prend le saladier contenant les bonbons et malheureusement il ne reste que 3 bonbons qui se battent en duel. Il dit donc à Bill « C'est pas grave mon bonhomme, j'en ai acheté plein pour l'occasion, d'ailleurs c'était plutôt calme aujourd'hui. » Il lui dit tout ça en marchant dans la maison et il se retrouve dans un garde-manger près du garage. Bill est juste derrière le vieil homme et il voit sur une étagère une vingtaine de paquets de bonbons. Monsieur Wilson le regarde et lui dit « Tu sais quoi, c'est bientôt fini, je vais pas tarder à aller dormir. Tu peux en prendre autant que tu veux. À mon âge, je mange plus ça moi. » Clairement, Bill se dit « C'est pas Halloween là, c'est Noël plutôt. » Il se débrouille comme il peut, il a son ancien sac de bonbons et là dans les bras, il a plein de paquets de bonbons. Bill le remercie et il lui dit qu'il va partir. Monsieur Wilson lui dit alors calmement « Oui vas-y fiston, tu passeras le bonsoir à tes parents. » Bill fait donc le chemin pour sortir de la maison. Il vient de faire 10 mètres quand soudain, il perd connaissance. On revient un peu en arrière et Jimmy vient de dire au revoir à Bill et Carl. Il marche une 50aine de mètres et se dit « Ah merde, j'aurais pu faire 2-3 maisons en plus avec mon pote. »
Je me fais engueuler par mes parents, c'est pas trop grave. Halloween, ça arrive qu'une fois par an. Il se retourne et il peut voir Bill au loin qui rentre dans la maison de Monsieur Wilson. Sur le coup, il a un peu les boules vu qu'il sait que le vieux monsieur donne pas mal de bonbons. Mais bon, il se fait pas de soucis, c'est que Bill il va lui enfiler des bonbons. Il se dit même que tant qu'à faire, il va demander à sa mère s'il peut dormir chez Bill ce soir. Jimmy avance donc vers la maison de Monsieur Wilson et décide d'attendre Bill sous le porche. 5 minutes se sont maintenant écoulées depuis que Bill est rentré dans cette maison. Il sait que Bill connaît bien le vieil homme, mais quand même, il est quasiment 21 h et Bill doit rentrer chez lui. Jimmy décide donc de frapper à la porte. Personne ne répond. Il essaye 3-4 fois et ça ne répond toujours pas. Il est pas fou, il sait que Bill et Monsieur Wilson sont dans la maison, il les a vus de ses propres yeux. Du coup, il tilte que quelque chose ne va pas. Il a pas de portable sur lui, mais il sait qu'il doit prévenir la famille de Bill au plus vite. Jimmy tape donc sa meilleure pointe pour aller chez les parents de Bill. Et sur le chemin, il passe devant un parc. Dans ce même parc, il y a Charlie. Charlie qui est le grand frère de Bill et il a 17 ans et lui il fête Halloween avec ses potes. Clairement, eux ils sont là pour fêter Halloween mais d'une autre manière. Ils ont prévu de boire comme il faut. Jimmy arrive devant Charlie et lui explique la situation alors qu'il est tout essoufflé. Charlie comprend de suite que c'est pas une blague, Bill et Jimmy c'est les meilleurs amis du monde, il lui ferait pas une blague dans le genre. Charlie et ses potes font donc de même, ils tapent leur meilleur sprint jusqu'à la maison de Monsieur Wilson. Charlie, il cherche pas à comprendre, il se met à défoncer la porte avec 2 de ses potes. La porte saute très vite. Il rentre dans la maison et il crie « Bill, t'es où ?» Ils se dispersent pour chercher. Charlie et un autre gars arrivent devant la cave qui est fermée mais ils peuvent voir sous la porte qu'il y a de la lumière. Rebelote, ils se mettent à défoncer la porte. Pareil, elle cède sous le poids des coups. Charlie arrive en premier au bas des escaliers et il a une vision d'horreur. Il voit son petit frère dévêtu et Monsieur Wilson devant lui en train de le prendre en photo. Autant vous dire que ce qui va se passer, c'est une véritable boucherie. Charlie et ses amis vont battre l'homme quasiment à mort. Les 2 filles du groupe vont réussir à calmer les garçons et appeler la police. Charlie rhabille son petit frère et le prend dans ses bras. La police étant très occupée pendant Halloween, elle met pas mal de temps à arriver. Bill se réveille tout confus dans les bras de son frère Charlie. Son grand frère lui explique que tout va bien et qu'il ne peut plus rien lui arriver. La police et une ambulance arrivent enfin sur place. Les policiers menottent Monsieur Wilson et les ambulanciers commencent les premiers soins sur lui. Charlie et les 2 amis qui l'ont aidé à frapper le vieil homme sont menottés par mesure de précaution. Les parents de Bill et Charlie arrivent très vite après l'appel de la police. Charlie étant sous le choc, il n'a pas pensé à appeler ses parents. Ils sont convoqués le lendemain pour déposer plainte envers Monsieur Wilson. Charlie est quant à lui formellement interdit de quitter l'État, car si par malchance Monsieur Wilson venait à mourir de ses blessures, il serait inculpé. Petit bond dans le temps, 4 ans après. Bill fête toujours Halloween avec autant d'enthousiasme, il est d'ailleurs maintenant toujours accompagné par son frère Charlie. Bill ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé, pour lui ça a été vraiment très vite. En fait, c'est plus Charlie qui a été traumatisé par ça. Monsieur Wilson n'est pas mort de ses blessures et il a été foutu en prison pour ses actes sans nom. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Matteo. Au moment de cette histoire, il a 15 ans. On va aussi parler de son meilleur ami Louis qui a lui aussi 15 ans, ainsi que de la sœur de Louis qui s'appelle Elena et qui a 21 ans. Pour vous mettre un peu de contexte, Matteo et Louis, ils sont de très gros fans d'Urbex. C'était au moment où l'Urbex explosait sur YouTube. Et Matteo et Louis voulaient absolument en faire à tout prix. Mais le frère de Matteo, il voulait pas que son petit frère se balade partout. Malheureusement, les parents de Matteo sont morts et donc c'est son grand frère qui en a pris la responsabilité. Les parents de Louis, ils veulent pas non plus que leur fils aille n'importe où. C'est bien trop dangereux, il a 15 ans. Mais à force de demander et de demander chacun de leur côté, les parents de Louis ont dit oui, mais à une condition, que sa sœur Elena les accompagne. Mais du côté de Matteo, son frère, il dit toujours non. Après plusieurs discussions entre Matteo, son frère Louis et Elena, ils ont enfin obtenu un oui. Alors là, je vous raconte pas comment Matteo et Louis, ils sont heureux. Et ils se mettent à organiser tout ça le samedi 31 octobre 2015. Le jour d'Halloween, comme ça donne un petit peu plus de piquant pendant l'Urbex. Le jour J, ils avaient tout. Le lieu, les lampes torches, les chaussures, leur téléphone pour filmer et plein d'autres objets. Elena les emmène sur les lieux et commence leur exploration. Tout se passe bien, ils sont super contents. Ils trouvent des objets bizarres mais ils kiffent vraiment, ils sont en extase. À un moment, Matteo et Louis décident de se séparer pour aller dans des côtés opposés. Après s'être séparés 10 minutes environ, Matteo il a un mauvais feeling.
Il reste plusieurs minutes au même endroit et Matteo il ose même plus avancer dans le bâtiment car il flippe d'être seul. Là il se dit non mais c'est pas possible, ça fait des mois que j'en rêve, je peux pas rester bloqué comme ça. Bon malgré tout il fait demi-tour car comme il le dit il se chie dessus. Et à peine il commence à s'éloigner de là où il était qu'il entend un cri. Ça vient de l'autre bout du bâtiment et intérieurement Matteo il commence à flipper. Mais après il se rend compte que c'est sûrement Elena et Louis qui l'appellent parce que ça fait un moment qu'ils sont plus ensemble. Matteo il souffle un coup pour évacuer avant de crier pour leur dire où il est à ce moment-là et il commence à crier je suis là. Il a à peine le temps de dire je suis que quelqu'un l'attrape dans le dos et il lui met la main sur la bouche. Matteo il essaye de crier mais avec une main devant la bouche c'est compliqué. Il essaye de se débattre mais bon, il a 15 ans et il nous dit qu'il fait pas plus de 60 kilos tout mouillé. Après une vingtaine de secondes, il voit Louis et Elena au loin. Ils arrivent en courant en hurlant le nom de Matteo. Le gars se met à sortir une vieille lame de rasoir toute rouillée et la met sous la gorge de Matteo. Matteo il se met à pleurer et il supplie l'homme de le laisser partir. Mais il n'arrive pas à articuler puisqu'en fait il pleure comme jamais il a pleuré dans sa vie. Une fois qu'Elena et Louis arrivent au niveau du gars, le mec hurle avec une voix de quelqu'un qui fume beaucoup. Il leur dit « Videz vos poches maintenant !» Elena et Louis vident leurs poches, ils donnent même leur téléphone et tout ce qu'ils ont et ils se mettent à reculer pour que l'homme puisse prendre les objets. Une fois qu'il a pris les objets, il a commencé à leur dire que s'il s'approchait, il saignait Matteo. Toujours en le tenant avec la lame rouillée sous la gorge, il commence à reculer et il trébuche. Et dans sa chute, il emporte avec lui Matteo. Pendant la chute, à cause du mouvement, la lame va donc entailler Matteo. La coupure est assez profonde et Matteo il pense que c'est létal. Quand le gars est par terre, Matteo comprend vraiment que c'est le moment où il doit se débattre. Matteo, il cherche pas à comprendre, il donne son plus beau coup de pied dans les parties génitales. Le gars l'a donc lâché, Matteo a donc réussi à se détacher de lui et il a couru vers Louis et Elena. Là, le gars ne va pas ramasser les objets et s'enfuir, il va courir après Matteo et hurle qu'il va le tuer. Matteo va donc passer le cadre d'une porte, l'homme va le suivre mais Elena l'attendait derrière. Ce que Matteo ne nous a pas dit plus tôt, c'est que si les parents de Louis ont accepté tout ça, c'est que c'était bien sûr à une condition, qu'Elena vienne les accompagner. Elena, elle est dans l'armée, elle est super entraînée, elle est vraiment très forte en combat à main nue. Quand l'homme passe la porte, Elena va donc lui mettre une patate. Matteo il nous dit que c'est la plus grosse patate qu'il a jamais vue. Le gars tombe, il se relève et il lui fait face avec la lame de rasoir. Comme je vous l'ai dit, Elena elle est surentraînée, du coup pendant 10 minutes elle le domine. Après ça, elle dit aux deux garçons d'appeler la police et une ambulance. Pendant que Louis appelle la police, Matteo tombe dans les pommes. Et il se réveille dans une ambulance avec deux médecins à ses côtés. Évidemment, Elena et Louis sont aussi à côté. Les médecins expliquent que la blessure n'est pas mortelle mais qu'il va devoir rester à l'hôpital 1 ou 2 jours en observation puisqu'ils ne savent pas ce qu'il y avait sur la lame. 2 jours plus tard, à l'hôpital, les médecins disent à Matteo qu'il a contracté le tétanos. Ce à quoi il leur répond que c'est pas possible car il a été vacciné contre le tétanos. Mais les médecins l'informent que c'est possible dans de rares cas et qu'il va devoir rester 3 longues semaines de plus. 3 semaines plus tard, il a finalement pu sortir et reprendre sa vie. Environ 1 mois plus tard, Matteo a été informé par la police. Ils lui ont dit que le gars était un junkie connu par les services de police pour tentative de meurtre, vente de drogue, tentative de kidnapping et pour avoir drogué et violé une fillette de 13 ans. Et c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Joe. Il a 32 ans au moment de cette histoire. Joe nous dit que malheureusement à cette période il est SDF, qu'il dort généralement dehors la nuit dans des ruelles sombres et très peu éclairées. Joe commence sa journée par errer généralement dans le quartier et il croise quelques SDF qu'il connaît. Joe nous dit qu'il n'a pas vécu toute sa vie dehors mais qu'à cause de la perte de ses parents il a eu une forte dépression. Et ensuite il a perdu encore plus. L'appartement, son boulot, sa petite amie, ses amis. Et il avait pas vraiment d'autres familles à part ses parents. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est SDF et qu'il s'est fait un ami qui s'appelle Edouard. Et dans la rue, t'as besoin d'amis de confiance. Il y a généralement pas mal de fortes bagarres entre SDF. Que ça soit pour de l'argent, pour de la drogue ou un emplacement pour dormir. Et si tu tombes sur la mauvaise personne, tu peux carrément y laisser ta vie. Donc Joe commence sa journée à errer dans les rues et croise son ami Edouard. Ils parlent ensemble et Edouard demande à Joe s'il veut venir avec lui chercher à manger à l'association. Joe il accepte, ça fait à peu près 2 jours qu'il a pas mangé ou très peu. Sur la route, les deux sans-abri discutent. Une fois arrivés, ils font la queue car bien évidemment c'est pas les seuls qui sont venus chercher un repas. Arrivés à leur tour, une gentille femme que connaît Joe leur souhaite un joyeux Halloween. Joe, il adorait cette femme, elle inspirait la gentillesse et que s'il devait définir la gentillesse, ce serait cette personne.
Elle demande toujours à Joe et aux autres personnes s'ils vont bien, s'ils ont des blessures et si elle peut faire quelque chose de plus pour les aider dans la mesure du raisonnable bien sûr. Joe lui dit qu'il va bien mais qu'il a un petit peu mal au dos à force de dormir par terre, sinon dans l'ensemble ça va. La gentille femme lui dit alors qu'elle a peut-être une chambre de disponible dans un foyer dans une semaine, mais qu'il y a quelques contraintes à accepter. Joe lui demande lesquelles. Il est tellement désespéré pour remonter la pente qu'il ferait tout. Elle lui dit qu'il faudra vivre en communauté, qu'il va devoir chercher un travail et participer à la vie en communauté. Joe il est super content et il lui dit qu'il accepte. Mais la femme lui dit de garder l'information pour lui car les places sont très rares. Et qu'à force de le voir, elle a remarqué que c'était une bonne personne et qu'elle voulait lui donner un petit coup de pouce. Joe nous dit qu'il ne buvait pas, qu'il ne se droguait pas, ce qui est plutôt rare dans la rue selon lui. Et que c'est sûrement pour ça que cette femme lui a proposé cette chambre. Joe se dit qu'il a juste une semaine à tenir dans la rue et qu'il pourra enfin dormir au chaud. Car bon, l'hiver arrive et dormir dehors en hiver c'est vraiment difficile. Et puis une semaine c'est quoi quand tu es resté 2 ans dehors? Joe lui sort son plus beau sourire et la remercie du mieux qu'il peut. Puis il s'en va manger sur un banc. Joe fait comme tous les jours, il mendie à des passants et cette journée a été plutôt bof de ce qu'il nous raconte. Beaucoup de personnes se sont dépêchées pour rentrer chez eux. Joe il se dit tiens, allez je vais aller voir mon pote Edouard, il traîne généralement dans le quartier et qui doit pas être plus loin qu'à 1 ou 2 rues de là. Joe arrive à trouver Edouard qui est pas trop loin et il lui propose de trouver un endroit pour dormir en sécurité. Edouard accepte et les 2 SDF partent en repérage pour voir où ils peuvent dormir ce soir. Pendant ce temps-là, les 2 amis se rappellent que c'est Halloween et que ça va être une soirée très mouvementée. Qu'il y a beaucoup de passants qui vont passer et qu'il va y avoir pas mal de fêtes. Donc ils décident d'aller un petit peu plus loin que d'habitude et ils vont repérer des lieux. Joe il repère une petite ruelle qui est éclairée par un seul lampadaire, mais le truc cool c'est qu'il y a très peu de passants. Les 2 amis se sont installés là, avec pour matelas et couverture des cartons et des journaux qu'ils ont trouvés dans la benne un peu plus loin. Les 2 amis discutent un peu et radotent beaucoup, mais ils finissent par s'endormir au fur et à mesure de la discussion. Puis soudain dans la nuit, Joe est réveillé par des passants. Ces passants semblent complètement ivres, ils sont déguisés et ils ont l'air menaçants. Le groupe d'individus se rapproche et l'un d'entre eux dit « Tiens, qu'est-ce qu'on a trouvé ici ?» Une autre personne du groupe lui répond « De la vermine à écraser. Ça doit être notre jour de chance de tomber sur 2 crasseux de la société. » Eh les gars, si on leur donnait une leçon en leur montrant que c'est pas bien de salir notre belle ville avec leur puanteur. Entre-temps, Edouard s'est réveillé et Joe peut lire la peur sur son visage. Joe leur dit qu'ils sont pas obligés de faire ça, qu'ils ont rien fait et qu'ils dérangent personne. Un des mecs commence à s'avancer et dit à Joe « Si, vous salissez notre ville et vous me dégoûtez. Vous êtes tellement crade bande de chiens, je vais vous montrer comment vous pouvez disparaître de cette ville. » Là l'horreur va arriver, les 2 amis vont être roués de coups par 5 à 6 personnes. Ils vont prendre des coups de pied dans la tête, dans le ventre, des coups de poing partout. Le nez de Joe va se mettre à saigner. Il sent qu'il y a des coups qui lui ont probablement pété des côtes, puisque là il arrive difficilement à respirer. Le groupe d'individus est parti et a laissé pour mort les 2 SDF dans la ruelle sombre. Edouard et Joe se sont finalement évanouis de douleur dans cette fameuse ruelle. Quelques heures plus tard, Joe arrive à se réveiller et il a mal partout. Du sang séché a coulé de son nez. Il a du sang partout sur la tête, son nez a coulé. Ses côtes lui font un mal de chien, ses jambes lui font extrêmement mal aussi, il doit avoir des bleus partout. Et à ce moment, il sait pas s'il a un truc de cassé, mais il est clairement pas en bon état. Joe, il arrive à réveiller Edouard qui est plus ou moins dans le même état que lui. Il essaye de marcher tant bien que mal jusqu'à une plus grande rue. Puis soudain, une voiture s'arrête devant Joe. Il voit que c'est la gentille femme de la veille qui descend de sa voiture et qui court vers lui. La femme lui demande ce qui s'est passé et Joe lui raconte tout. Elle est terrifiée et elle leur dit qu'elle va appeler la police. Quelques minutes plus tard, la police arrive et il leur demande des explications. Rebelote, Joe leur explique la situation. C'était le plus apte à parler des 2, car Edouard a malheureusement la bouche en sang et sûrement 3 à 4 dents cassées. Joe donne tous les détails dont il se souvient, et surtout la description d'un mec qui ne portait pas de masque. Et c'était le seul dans tout ce groupe à ne pas avoir de masque. Le policier a pris sa déposition et lui a dit qu'il reviendra vers lui s'il a des nouvelles. La gentille femme leur a proposé d'aller dans un hôpital et de payer leurs soins pour voir si au moins ils ont rien de cassé. Joe il est un peu gêné mais il est franchement dans un sale état, il décide d'accepter. 2 semaines plus tard, Joe s'est installé dans la chambre que lui a proposée cette femme. Il a eu des nouvelles de la police. Ils ont retrouvé la personne qui ne portait pas de masque. Il s'est avéré que c'était un lycéen d'une très bonne famille et qui a donc beaucoup d'argent. Cette famille a proposé à Joe qu'il retire sa plainte contre une somme d'argent conséquente. Joe a finalement accepté un peu à contre-cœur, mais il sait qu'il fait pas le poids juridiquement contre eux. Ils ont des avocats, lui n'a personne. 5 ans plus tard, Joe et la gentille femme se sont finalement mariés et ils ont eu 2 enfants. Joe a maintenant un travail stable et ils ont un appartement où il vit au chaud. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rohan. Il nous dit que l'histoire qui va suivre se déroule au mois d'octobre, plus précisément le soir d'Halloween. Rohan nous dit qu'il est dans une petite bande composée de 5 personnes. Il y a 4 garçons et une fille du nom de Stacy. Il y a son frère jumeau Jason, Eric et Luke. Et le jour d'Halloween, ils ont prévu un programme de ouf. Rohan a préparé avec son frère jumeau un programme qui est pour tout le petit groupe. Lever 9h, petit déjeuner en regardant un film d'horreur. Midi, aller chercher leur ami pour aller manger quelque chose au fast-food. Après-midi, faire un escape game. Après ça, ils ont prévu de retourner chez eux. Pour le soir, ils ont prévu une fête qui se situe entre un cimetière et une forêt au bord de la ville. Mais avant la soirée, ils doivent accompagner leur petite sœur faire le tour des maisons. Donc arrivé le jour d'Halloween, les deux jumeaux sont ultra contents avec tout le programme qu'ils ont organisé. Le matin, ils ont maté des films qu'ils avaient déjà vus pour se mettre dans l'ambiance de la journée. Ils ont commencé par un petit Scream, Massacre à la tronçonneuse et ensuite un autre classique. Arrivé à midi, ils ont décidé que c'était le moment pour aller chercher leurs amis pour aller manger un petit truc à manger pour tenir la grosse journée. En arrivant chez Eric, Stacy et Luke sont déjà là. Les jumeaux leur demandent s'ils sont prêts pour cette journée. Tout le monde dit yes, mais Stacy leur dit qu'il y a peut-être un problème concernant la fête. Elle leur dit en gros qu'elle a invité des amis qui ont peut-être eux-mêmes invité des amis pour la soirée au cimetière. Jason il est un peu contrarié, il voulait passer la soirée entre potes et il voulait pas fêter ça avec pas mal de monde. Rohan il dit à Stacy que c'est pas grave et qu'ils verront comment ça se passe. Mais Jason il lui dit « Mais tu vas trouver où l'alcool toi pour 30 personnes, comment on fait ?» Déjà qu'à 5 on en a chié, je te rappelle qu'on est tous mineurs. Rohan il avait pas réfléchi au sujet de l'alcool. Et il se dit que c'est vrai, va y avoir un problème au niveau de l'alcool, que s'il y a une trentaine de personnes, bah comment ils vont faire? Là Eric il leur dit qu'il a peut-être une solution, mais qu'il faut garder ça pour eux et que c'est secret. Le petit malin de Eric il s'est fait faire une fausse carte d'identité pour rentrer en boîte de nuit. Donc cette carte leur servira aussi à prendre de l'alcool pour ce soir. Solution trouvée, Rohan leur dit bon, on va manger car là je commence à avoir la dalle. Tout le petit groupe va au fast-food et tout se passe bien. Ils vont ensuite faire leur escape game. En sortant de l'escape game, le petit groupe se dit que ce serait bien de se rejoindre un petit peu plus tôt que prévu. Mais les jumeaux ils disent que c'est pas possible vu qu'ils doivent accompagner leur petite sœur faire le tour du quartier. Luke il leur dit c'est pas grave et qu'ils viendront les chercher après la tournée des maisons. Les jumeaux rentrent et commencent à se déguiser, ils mangent un petit truc vite fait quand même, l'escape game ça creuse le ventre. Et ils vont mater un autre film d'horreur en attendant l'heure pour faire la tournée des maisons. Leur arrivée, ils embarquent leur petite sœur pour faire la tournée du quartier. Ils nous expliquent qu'ils ont fait ça pendant à peu près 2 heures et que maintenant c'est l'heure de rentrer pour aller à la soirée. Ils rentrent vers 23 h et pour eux le deal avec leurs parents est maintenant rempli. Et que maintenant ils ont le champ libre pour le reste de la nuit. Les jumeaux sont super contents et ils envoient un message à leurs amis pour dire qu'ils peuvent venir les chercher. 10 minutes plus tard ils entendent klaxonner. Ils regardent par la fenêtre et ils voient leurs amis qui les attendent dans une voiture. Les deux frères sortent et vont rejoindre leurs amis. Jason il est soucieux et il demande s'ils ont réussi à avoir tout l'alcool nécessaire. Et là Eric leur dit qu'il n'y a même pas eu de problème et qu'en plus ils se sont même pas fait contrôler. Mais qu'ils ont dû aller dans plusieurs magasins pour pas éveiller les soupçons des vendeurs. Mais qu'ils avaient tout pris et que l'alcool était dans le coffre. Arrivé à la fête, Rohan nous dit qu'il y avait déjà un petit groupe qui les attendait. Il dépose l'alcool au sol et il leur dit bah je vois que la fête a déjà commencé hein. Le petit groupe de potes passe une super soirée et qu'au final il n'y a pas plus de 25-30 personnes comme c'était plus ou moins prévu. La fête bat son plein. Alcool, musique et il nous rappelle que ça se passe entre un petit cimetière et une forêt. Pour se mettre dans l'ambiance de la fête, Luke va demander à tout le monde de se mettre en cercle et de raconter une histoire flippante qu'ils ont vécue ou entendue. La soirée se passe bien, Rohan nous dit qu'il y a des histoires vraiment flippantes. Des légendes qu'il connaissait pas du tout et qu'il apprend. Des trucs sur le paranormal que certains ont vécu et c'est vraiment flippant. Le tour fini, Eric demande à tout le monde s'ils sont chauds pour faire un cache-cache géant. Tout le monde est ultra chaud. Eric il va se désigner ainsi que Rohan et Stacy pour être les gens qui vont chercher les autres personnes. Stacy elle ronchonne mais Rohan lui dit c'est pas grave t'inquiète pas, après nous aussi on ira se cacher et t'inquiète pas t'es avec moi. Eric leur dit qu'ils ont droit d'aller dans les alentours du cimetière et de s'aventurer un peu dans la forêt mais pas trop profond non plus. Les 3 amis commencent à compter jusqu'à 100 et les autres partent trouver une cachette. Arrivé à 100, Rohan dit à ses 2 potes qu'il ferait mieux de rester ensemble quand même parce que c'est quand même plutôt flippant. Et il commence à chercher dans le cimetière mais il voit rien. Personne, il n'y a même pas une petite silhouette ou une ombre, rien. Juste le vent qui commence un peu à se lever. Ils cherchent pendant environ 10 minutes dans le cimetière et là ils entendent un cri dans la forêt qui leur donne des frissons. Eric il leur dit sûrement que c'est des petits cons qui s'amusent à les effrayer. Mais que par contre ils viennent de donner un indice sur leur position. Avec ça les 3 amis vont s'enfoncer dans la forêt.
Juan nous décrit la forêt comme un endroit super calme. Juste à quelques moments, il y a un putain de cri. Ils essayent de savoir d'où ça provient, ils se faufilent à travers les arbres, c'est assez sombre. Ils ont que le téléphone pour les éclairer. Là, ils trouvent 4 personnes derrière un gros arbre caché. Puis les découvertes vont commencer à s'enchaîner, mais le temps passe aussi. Juan nous dit que ça fait quasiment 1 heure qu'ils essayent de chercher les derniers, que tout le monde commence à être crevé, qu'ils savent plus trop qui manque à l'appel. Donc Juan demande à tout le groupe de sortir de la forêt pour faire une sorte d'appel et dire qu'il faut envoyer un message à ceux qui sont encore cachés dans la forêt. Sur les 28 personnes de l'appel, il en manque que 2. Jason et un autre gars. Là, une bonne partie du groupe a décidé qu'il était temps pour eux d'aller se coucher. Et que de toute façon, ils avaient envoyé un message, donc les gars devraient pas tarder à sortir. Juan, lui, il veut pas partir, forcément, il y a encore son frère caché. Le petit groupe de potes décide de rester avec lui pour attendre son frère Jason et l'autre gars qu'on ne connaît pas. Au bout de 15 minutes, la personne est sortie de la forêt en leur demandant si le jeu était terminé car il entendait plus personne dans la forêt. Et ils lui ont dit que oui. Juan lui demande s'il avait pas vu le texto qu'ils lui avaient envoyé de ça il y a 15 minutes. Il lui dit que non, il avait rien reçu parce que dans la forêt, il n'y a pas forcément de réseau. Juan, il commence vraiment à avoir peur pour son frère jumeau, il se dit putain, imagine il lui arrivait un truc dans cette forêt, il a pas de réseau. Là, Juan va dire à Stacy et au gars qui vient de sortir de la forêt de rester ici et que eux, ils vont fouiller dans la forêt. Et que si d'ici 1 heure, ils sont pas revenus, ils doivent appeler la police. Juan, il a vraiment un sentiment de peur, il se dit que quelque chose est arrivé à son frère. Il cherche partout dans la forêt, il s'enfonce avec Eric et Luke et il voit un peu plus loin une cabane. Elle a l'air d'être abandonnée, il la contourne et ils entendent des bruits comme si quelque chose grattait ou bougeait. Ils s'aventurent dans la cabane abandonnée. Ils découvrent des trucs assez insolites comme une vieille chaise, un matelas et une espèce de réchaud. Là, Eric il va faire une découverte. Il va tomber comme une sorte de trappe qui mènerait à une cave. Eric qui dit qu'il va faire le garde pendant que les 2 autres descendent. Juan il entend des petits cris étouffés, il fonce directement en bas et il voit Jason ligoté. Juan il arrive à libérer Jason de ses liens et de son scotch qu'il a sur la bouche. Quand Jason il peut parler, il leur dit qu'il faut absolument se casser de là. Qu'il y a un mec qui rôde autour de la cabane et que quand ils ont entendu le groupe crier son nom, il est sorti pour aller les chasser. Là les 4 amis ont couru de toute leur force en soutenant un peu Jason qui était blessé. Juan croit avoir aperçu une ombre bouger vers les arbres mais il faisait tellement sombre qu'il sait pas si c'est son imagination ou si c'était vraiment un mec qui les suivait. Quand ils sont enfin arrivés vers le cimetière, Juan hurle à Stacy et au gars de partir d'ici. Le groupe de 6 a pris la voiture pour dégager, être un peu plus en sécurité et pouvoir appeler la police tranquillement. Pendant ce temps-là, Jason il leur explique tout ce qui s'est passé pour lui. Apparemment, pendant le cache-cache, il a entendu des hurlements qui étaient à côté de lui et il s'est dit qu'il allait se faire prendre. Et il s'est enfoncé un peu plus dans la forêt et qu'à un moment donné, il se sentait suivi. Il a donc regardé une fois derrière lui et il a vu une silhouette qui l'a assommé. Il a même pas réussi à voir son visage. Et quand il s'est réveillé, il était attaché dans cette cave. Plus loin, les amis arrivent à avoir un réseau stable et ils appellent la police pour leur expliquer toute cette situation. La police leur dit de pas bouger et qu'ils arriveront dans 10-15 minutes. La police arrive, le groupe explique toute la situation et la police fait appel à une ambulance pour venir en aide à Jason qui a reçu un coup sur la tête. La police a pris note de leur déposition et ils leur disent qu'ils peuvent pas aller dans la forêt la nuit et qu'ils iront voir ça demain matin. Jason est emmené à l'hôpital pour passer des radios, voir si rien n'est cassé et surtout s'il n'a pas une commotion cérébrale. Quelques jours après, Jason se porte bien. La police a dit qu'effectivement ils avaient bien trouvé cette cabane abandonnée au fond de la forêt, mais qu'il n'y avait rien de ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire le matelas, le réchaud. Après cette histoire, Juan et Jason ne font plus que des fêtes en intérieur et ils n'ont plus jamais joué à cache-cache. Et c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Ashley. Et je vous préviens tout de suite, les événements que Ashley va subir sont tragiques. Ashley a 16 ans, elle va bientôt terminer le lycée. Elle a une petite sœur de 5 ans et son petit frère de 3 ans. Les parents de Ashley lui font entièrement confiance et ils la laissent même s'occuper de ses frères et sœurs quand ils ne sont pas à la maison. Il y a aussi Simba, leur Golden Retriever, et leurs 2 chats, Sydney et Stella. Tout ce bon monde vit dans une belle maison car ses parents gagnent assez bien leur vie. Ah oui, il manquait plus que le petit ami de Ashley à vous présenter, Jarod. Elle est avec lui depuis 1 an maintenant. Mais c'est très compliqué entre eux. En gros, Jarod est un manipulateur,
Un menteur, c'est une personne qui veut tout contrôler dans la vie de Ashley. Elle peut même plus adresser la parole à des amis garçons sous peine que Jarod lui pète une crise de jalousie. Ashley a essayé à plusieurs reprises de lui en parler et il dit tout le temps la même chose, qu'il essaye de se contrôler mais que quand il la voit parler avec d'autres gars, ça lui fait vraiment péter un boulon. Puis un jour, ce qui devait arriver arriva. Jarod l'a invitée dans un restaurant et à un moment de la soirée, elle est allée aux toilettes. Un homme l'a suivi et lui, il se rend dans les toilettes des hommes à côté. Mais en sortant des toilettes, Ashley et cet homme vont se rentrer dedans. Ashley s'excuse et l'homme lui répond gentiment que non, c'est pas grave. Et il lui fait un petit sourire qu'elle lui rend. En revenant à sa place, Jarod a littéralement pété un câble. Il a dit à Ashley qu'elle draguait cet homme sous ses yeux, qu'il l'avait vu sourire à cet homme, qu'elle lui fait du charme depuis tout à l'heure. Puis il est devenu complètement illogique et il lui dit même « Je sais même pas ce que tu as fait avec cet homme dans les toilettes. Peut-être que t'as couché avec lui. Espèce de garce, en fait tu te fais plein de mecs pendant que moi je rampe à tes pieds. » Là, Ashley est complètement bouche bée, elle sait pas quoi dire. Et c'était pas la première fois qu'il lui faisait un coup dans ce genre. Mais ce soir-là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Juste après ça, il va lui dire « Donne ton téléphone, je vérifie que t'as pas pris le numéro de ce gars. » Mais Ashley refuse et la situation s'empire. Même les serveurs du restaurant commencent à venir autour d'eux et ils disent à Jarod de se calmer et malheureusement il le fait pas. Et il dit que Ashley commence même à mettre les serveurs de son côté en les séduisant devant lui. En voyant la situation dégénérer, le gérant de l'établissement appelle la police. La police arrive 10 minutes plus tard. Les serveurs leur expliquent la situation et ils prennent Ashley et Jarod chacun dans une voiture. Ashley leur explique la situation dans laquelle elle est et elle leur demande si c'est possible de pas être relâchée en même temps que lui car elle a peur de lui quand il est en colère. En voyant la détresse de la jeune fille, les policiers lui demandent s'il l'a déjà tapée ou s'il a déjà eu des formes de violence envers quelqu'un. Ashley leur dit que non, mais ce soir elle a pu voir la colère dans ses yeux, à tel point qu'elle a peur de ce qu'il pourrait lui faire et elle veut éviter ça à tout prix. Étant donné les circonstances, les policiers ont emmené Ashley chez elle et ont discuté de la situation avec ses parents. Ashley et ses parents ont eu une discussion sur le fait que le comportement de Jarod n'est pas normal et qu'il vaudrait mieux pour elle de le laisser tomber. Ou en tout cas qu'elle y réfléchisse sérieusement dans son coin pendant un moment et de mettre de la distance entre eux. Le soir même, elle reçoit un tas de textos et d'appels de Jarod, lui disant qu'il est désolé pour la scène qu'il a fait au restaurant, que c'est pas ce qu'il est en réalité et qu'elle le sait, que c'est sa jalousie qui a parlé pour lui, que c'est de sa faute et qu'il faut qu'elle lui pardonne. Puis d'autres messages lui disant « Tu fais quoi? T'es avec qui? T'es pas avec d'autres mecs j'espère. Tu t'es débarrassé de moi pour aller voir l'homme de tout à l'heure, hein ?» Ashley est tiraillée entre le fait qu'elle l'aime énormément et le fait qu'il lui fasse des choses comme ça. La colère qu'elle a vue dans ses yeux au restaurant lui fait une peur qui lui glace le sang. Elle se dit qu'elle va prendre le week-end pour réfléchir à tout ça, au calme et se reposer. Arrivé dimanche soir, Ashley a pris la décision de rompre avec lui. Mais elle a tellement peur de sa réaction qu'elle préfère le faire par message. Elle sait que c'est pas très beau ce genre de choses mais elle a pas vraiment le choix. Elle lui envoie que c'est plus possible de continuer comme ça et qu'elle préfère en rester là avant que ça dégénère complètement. Là, elle reçoit un tas de messages mais elle décide de pas regarder pour pas changer de décision, vu que c'est la décision la plus difficile qu'elle a eu à faire de toute sa petite vie. Puis elle décide d'aller se coucher car elle a cours demain, mais elle a peur que Jarod vienne la voir après les cours. Jarod et elle ne sont plus dans le même lycée vu que lui il est maintenant à l'université. Mais il serait bien capable de sécher ses cours pour venir devant son lycée. Ashley cogite pas mal et elle entend la sonnerie de sa porte qui retentit. Ses parents vont ouvrir et elle entend que ça commence à crier en bas. Elle entend la voix de Jarod qui veut absolument parler à Ashley. Mais ses parents font barrière et lui disent de dégager avant que la police ne vienne. Après quelques minutes, Ashley reçoit plein d'autres messages. Ça va de la menace aux excuses et aux explications. Mais Ashley commence à s'endormir. Le lendemain, Ashley est prête pour aller en cours. C'est son père qui a l'habitude de l'emmener au lycée en voiture. Et devant chez eux se trouve Jarod. Il lui crie dessus en lui demandant des explications. Son père fait barrage et Ashley lui explique brièvement que c'est plus possible comme ça. Bref, il l'accepte pas et il repart en l'insultant de tous les noms. Puis le temps passe environ 1 ou 2 mois sans que Ashley n'ait de nouvelles de Jarod. Elle s'est remise à vivre et tout se passe pour le mieux. Arrive maintenant la terrible nuit d'horreur que va vivre Ashley et sa famille. Ce soir-là, Ashley garde sa petite sœur et son petit frère car ses parents ont décidé d'aller manger au restaurant car c'est leur anniversaire de mariage. Ashley fait manger sa sœur et son frère et va les mettre au lit vers 20 h. Puis elle décide de mettre la télé et de regarder un film en compagnie de son chien. Elle reçoit plein de messages de numéros inconnus avec des insultes, des menaces et qu'elle est bonne qu'à avoir des rapports ou des trucs comme ça.
Ashley se doute que c'est Jarod et elle décide de les ignorer et d'éteindre son téléphone. Vers 22h30, Ashley s'aperçoit que son chien arrête pas d'aboyer, mais vraiment vénère, et elle comprend pas pourquoi. Petit à petit, elle sent une odeur de brûlé, comme si quelqu'un était en train de faire un feu. Elle se précipite dans la cuisine en pensant qu'elle a oublié d'éteindre le feu. Mais rien. Et ça sent vraiment beaucoup. Puis elle peut voir de la fumée qui arrive du haut de sa maison. Là, elle va comprendre qu'il y a le feu dans sa maison. Et plus précisément dans les chambres où dorment sa sœur et son frère. Ashley se couvre le nez et la bouche avec un bout de tissu et essaye d'avancer. Ses yeux la piquent et le chien arrête pas d'aboyer. Et il y a aussi des cris d'enfants qui se font entendre dans la maison. Elle décide de courir et elle arrive dans la chambre de son frère en premier. Les flammes ont commencé à manger la maison. Elle cherche pas à comprendre, elle prend son petit frère et le sort de la chambre. Dans le couloir, elle peut voir que les flammes avancent de plus en plus. Et les cris sont de plus en plus terrifiants. Elle essaye tant bien que mal de traverser les flammes pour aller chercher sa petite sœur, mais elle n'y arrive pas, c'est trop chaud. Et elle a peur pour son petit frère. Elle prend la décision de redescendre et de sortir de la maison. Les pompiers arrivent 2 minutes après qu'elle ait réussi à sortir. Une ambulance est arrivée 5 minutes après et ses parents 20 minutes après. Les pompiers n'ont pas réussi à faire sortir sa sœur et elle est décédée dans l'incendie. Ainsi que les 2 chats qui aimaient dormir dans sa chambre. Le chien a des brûlures superficielles et Ashley est brûlée au 3e degré, au niveau des bras et des jambes. Bien évidemment, elle va pleurer la mort de sa petite sœur qui n'avait que 5 ans. Quelques jours plus tard, les pompiers ont dit aux parents d'Ashley que l'incendie était d'origine criminelle et qu'une enquête est ouverte. Ils leur demandent qui aurait pu mettre le feu à leur maison. Les parents d'Ashley leur disent qu'ils voient pas du tout qui ça pourrait être et qu'ils ont d'ennui avec personne. Mais Ashley va leur donner un nom, celui de Jarod. Elle a un mauvais pressentiment le concernant. Quelques semaines plus tard, l'enterrement de sa petite sœur a lieu. Beaucoup de larmes ont coulé. Ashley fait encore beaucoup de cauchemars où elle entend sa petite sœur crier de douleur. Au cimetière, elle va apercevoir Jarod qui assiste à l'enterrement. Ça en est trop pour Ashley qui commence à lui foncer dessus et l'insulter. Et elle essaye même de le frapper. Mais son cousin la retient pour qu'elle ne se fasse pas mal. Les membres de sa famille vont dire à Jarod de dégager d'ici. Quelques heures plus tard, Ashley a besoin de s'isoler un peu et d'aller parler à sa petite sœur dans le cimetière. En arrivant, plus personne n'est sur les lieux et pendant 30 minutes, Ashley libère ce qu'elle a sur le cœur à sa petite sœur. En revenant du cimetière, les parents de Ashley lui apprennent que Jarod a été arrêté pour le meurtre de sa petite sœur. Des caméras de surveillance qui appartiennent au voisinage ont mentionné l'apparition de Jarod au moment des faits et on peut le voir mettre feu au garage. Le feu s'est alors propagé et il a atteint les étages supérieurs. Il a été condamné pour plusieurs chefs d'accusation. Il est maintenant en prison. Ashley a repris sa vie mais non sans séquelles. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle est célibataire, elle suit une thérapie pour toutes les séquelles qu'elle a eues. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Tina. Elle a 45 ans, elle est mère de une petite fille âgée de 10 ans et d'un petit garçon de 5 ans. Elle est divorcée de son mari et vit seule depuis un moment. Tina nous dit que son ex-mari prend les enfants 1 semaine sur 2. Sa routine, c'est se lever à 7 h quand il y a les enfants, elle prépare le petit déjeuner. Ensuite, elle dépose sa fille devant l'école et accompagne son petit dernier lui aussi à l'école. Après ça, elle va directement à son travail qui lui prend pas mal de temps. Après son boulot, elle va récupérer les enfants pour leur activité extrascolaire. Le soir, elle a très peu de temps pour elle. Elle doit les faire manger, surveiller les enfants pour les devoirs et ensuite les mettre au lit ou regarder un petit truc avec eux à la télé. Généralement, après ces journées type, elle est fatiguée. Mais elle a un petit problème quand elle va dormir, c'est que son matelas il est très vieux. Et que franchement, faudrait qu'elle le change. Mais elle attend le Black Friday pour changer sa literie. Et en fait, remplacer pas mal de choses dans sa maison. Comme des vêtements et surtout de l'électroménager. Le truc qui tombe bien, c'est que cette semaine, c'est son mari qui garde les enfants. Arrivé la semaine où se trouve le Black Friday, Tina repère toutes les bonnes affaires sur internet et elle fait une liste de ce qu'elle doit acheter. Comme la literie, petit ménager, robot cuisine, robot aspirateur, télé, enfin bref. Tout renouvelé à petit prix. Elle a décidé d'acheter une partie de ces objets sur internet, mais pour ce qui est des petits robots, elle préfère se rendre sur place. Même si elle nous dit que c'est le bordel pour se dénicher quelque chose de sympa. Car pour elle, les meilleures offres sont celles qui sont sur place. Arrivée le jour J, vers 6 h du mat, elle est prête. Elle a tout préparé ce dont elle a besoin. Et surtout, pas mal de caféine. Tina nous dit qu'elle a repéré un magasin où il y a pas mal de bonnes affaires mais il y a vraiment beaucoup de monde. Donc il faut y aller de bonne heure et elle sait qu'il y aura déjà des gens à cette heure-ci. Tina prend un caddie et elle est prête pour ses achats. Vraiment, elle nous décrit ça comme si elle partait en bataille contre les autres clients.
Elle nous dit que si tu veux faire le Black Friday aux États-Unis, bah faut un mental d'acier. Et faut pas que tu te laisses faire, sinon t'auras rien du tout. Ouverture du magasin, tout le monde court vers les promos. Tina ne fait pas exception. Elle voit les robots de cuisine, les robots aspirateurs. Et là, elle entend des personnes parler d'une promo sur les PS4. Elle se précipite dans le rayon et elle voit qu'il en reste plus que 5. Tina, elle se met donc à courir comme une ouf car elle voit que d'autres personnes ont remarqué cette promo. Au dernier moment, elle arrive à prendre une PS4 dans ses mains. Mais il y a un mec qui essaye de lui retirer des bras. L'homme lui dit qu'il l'a vu avant elle et qu'il l'avait. Tina, elle lui dit que non, c'est elle qui l'a et que de toute façon, il peut aller se faire voir car maintenant qu'elle l'a, elle lui donnera pas. Là, le mec, il se met à l'insulter de tous les noms dans le magasin. Tina, la seule réponse qu'elle a, c'est de lui faire un gros doigt d'honneur dans sa direction. Ensuite, elle lui sourit et elle se retourne pour aller chercher ses autres promotion dans le magasin. Arrivée à la caisse, Tina pose ses articles et elle voit l'homme à quelques caisses plus loin qui la regarde d'un regard vraiment méchant. Mais sur le moment, Tina lui fait un signe de la main pour lui dire coucou et elle lui sourit. Elle se retourne et elle paye ses articles. Arrivée vers sa voiture, elle voit l'homme arriver vers elle comme un boulet de canon. Elle a juste le temps de s'enfermer dans sa voiture que le mec crie et commence à taper le devant de la voiture. Tina, faut pas trop la chauffer et elle lui crie « Non mais t'es complètement taré, connard! Tu vas arrêter ça tout de suite ou je te jure je vais te rouler dessus avec ma voiture. » Elle commence à ouvrir le moteur et l'homme s'écarte. Et il l'insulte toujours autant. Elle démarre et ouvre un peu sa fenêtre et elle lui dit d'un ton rageux « T'inquiète pas, je vais profiter de la PS4 et j'aurai une petite pensée pour toi. » L'homme commence à courir en direction de sa voiture mais Tina a déjà commencé à rouler. Mais elle peut entendre l'homme lui hurler dessus. Tina continue sa journée en faisant le tour des magasins puisqu'elle décide de faire au passage ses cadeaux de Noël. La journée se passe relativement bien. Quand elle repense à cet homme dans le magasin, elle en rigole et elle se dit qu'il a bien mérité ce qui lui arrive. Le soir, avant de rentrer chez elle, elle décide d'aller manger dans un petit resto après toutes les folies qu'elle a faites. Là, elle est totalement épuisée, donc cuisiner c'est hors de question. Elle repère un petit resto, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de place de parking disponible. Et elle est obligée de se garer à quelques rues d'où se trouve le restaurant. Tina rentre dans l'établissement et prend place à une table. Le repas se passe merveilleusement bien. Au moment de payer, Tina aperçoit quelqu'un dans la rue. Mais elle nous dit qu'il fait assez sombre donc elle y voit pas très bien. En vrai, il y a juste un type qui attend dans une rue pas très éclairée. Elle se dit donc que c'est sûrement un client du restaurant qui est sorti pour fumer. Du coup, elle y fait pas plus attention que ça. Elle sort du restaurant et prend la route direction sa voiture. Mais quelques mètres plus loin, elle aperçoit l'ombre se déplacer du coin de l'œil. Tina va alors prendre un couteau qui se trouve dans l'une de ses poches de sa veste. Elle le prend dans sa main et le serre très fort. Vu que malheureusement, c'est pas la première fois qu'elle a ce genre d'expérience. Elle commence à marcher de plus en plus vite, mais l'inconnu qui la suit se rapproche de plus en plus. À force, elle peut distinguer que c'est la silhouette d'un homme. Puis cet homme commence à courir après elle. Elle se met donc à courir de toutes ses forces pour rejoindre sa voiture au plus vite. L'homme l'insulte de tous les noms et elle reconnaît que c'est le type de ce matin. Elle est bientôt arrivée à sa voiture plus que quelques mètres, mais l'homme la rattrape et la tire par le bras. Tina arrive à se retourner et elle peut le menacer avec son couteau qui était dans l'autre main. Elle va alors agiter son couteau tout en l'insultant. L'homme se met à reculer. En même temps, elle en profite pour faire les derniers mètres qui la séparent de sa voiture à reculons. Bien évidemment, tout ça en continuant de menacer cet homme et que s'il se rapproche, elle n'hésitera pas à s'en servir. Elle arrive à déverrouiller sa voiture. Elle monte dedans et elle part à toute vitesse. Mais elle a pu entendre que l'homme lui a dit « Je vais te retrouver, je te le jure ». Vous pensez que cette histoire se termine ici? Non, ça continue. Quelques mois plus tard, Tina a complètement oublié cette histoire. Une de ses journées typiques est finie et elle essaye de se trouver un peu de temps pour elle. Ses deux enfants dorment comme des bébés et elle se dit qu'elle va se faire un petit film dans sa chambre. Arrivée dans sa chambre, Tina entend des bruits dans la rue et elle se dit que c'est sûrement les voisins qui rentrent. Tina commence son film quand elle entend que quelqu'un essaye de rentrer chez elle, comme si quelqu'un essayait de forcer sa porte de maison. Tina, elle va pas chercher à comprendre, elle va directement appeler la police. Ce soir-là, elle a la garde de ses deux enfants, donc elle veut pas du tout qu'il leur arrive quelque chose. Elle va les réveiller et ils sont maintenant tous dans la même pièce. Après avoir fait ça, Tina a une idée. Elle va chercher le pistolet qu'elle a et qui est rangé. Elle nous dit qu'elle en a un, mais vraiment pour un cas extrême. Et là, elle a un très mauvais feeling. Là, elle se dit que ça peut justifier d'en avoir un dans sa maison. Elle est donc au téléphone avec une opératrice qui lui dit de se planquer dans un lieu sûr et d'y emmener ses enfants. Tina s'est alors enfermée avec les enfants dans sa chambre à coucher. Elle dit à l'opératrice que maintenant, elle peut entendre la personne défoncer sa porte.
Et quelques secondes après ça, il pénètre dans la maison. Tina, elle se met à trembler de peur. Elle nous dit que c'est pas forcément pour elle, mais c'est pour ses enfants. Elle a peur de ce qui pourrait leur arriver. Elle dit donc que la police doit se dépêcher d'arriver car elle peut entendre l'homme monter les escaliers. Le gars fouille toute la maison et il tombe sur la porte fermée. Il leur crie alors d'ouvrir cette putain de porte tout de suite. Tina lui crie qu'elle est au téléphone avec la police et qu'elle est armée. Apparemment, le gars s'en fout complètement et il se met à défoncer la porte de la chambre. À plusieurs reprises, Tina va lui dire qu'elle est armée. La porte ne tient maintenant plus qu'à un fil. Tina décide d'enlever le cran de sûreté de son pistolet. La porte va céder et dès que Tina peut voir l'homme, elle lui tire dessus. L'homme hurle de douleur et lui dit qu'elle est pas bien de lui avoir tiré dessus et que à cause d'elle, il va mourir. 2-3 minutes après, les policiers sont arrivés en demandant à Tina de bien vouloir poser son pistolet par terre. Ils ont regardé la blessure de l'homme et il n'est touché qu'au niveau d'une jambe. Tina raconte la situation aux policiers pendant qu'un autre agent appelle une ambulance pour cet homme. L'ambulance arrive 5 minutes plus tard et les ambulanciers ont dit que c'était juste superficiel et que sa vie n'était pas en danger. L'inconnu est en réalité l'homme qui l'avait poursuivi le jour du Black Friday. Elle avait pas porté plainte ce jour-là, mais elle nous dit qu'avec du recul, elle aurait dû le faire. Que ça aurait pu éviter des traumatismes à ses enfants et qu'ils n'auraient pas subi cette scène. Après ça, l'homme a été arrêté et condamné. Et c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de April et ça se déroule aux alentours des années 1990. Elle habite dans une petite ville de l'état de Washington. Elle habite toujours chez ses parents et elle se prépare à déménager dans un autre état pour ses études. Car oui, April a 17 ans et elle vient de finir le lycée. Et elle a décidé d'aller dans une université assez loin, que ça soit pour les études mais en même temps pour voyager. April est très aventureuse et elle adore l'escalade, la marche à pied dans les forêts qui l'entourent, mais elle y va jamais seule. Il y a toujours ses amis avec elle et ils sont au nombre de 4. Il y a Betty, sa meilleure amie, il y a Brian, son petit ami, et il y a 2 autres garçons qui s'appellent Aaron et Lewis. D'ailleurs, Betty, elle en kiffe sur Lewis. À eux 5, ils forment une bande de potes depuis le collège et ils se sont pas quittés. Et ils partagent tous le sens de l'aventure et du danger. Mais malheureusement, ce petit groupe va devoir se faire ses adieux. Car de 1, April part pour son université après les vacances, et de 2, il n'y a pas que elle qui part. Aaron et Lewis partent aussi dans un autre état. Quant à Betty et Brian, ils ont décidé de rester ici. April et Brian ont décidé de rester en couple et qu'ils se verront pendant les vacances et les grands week-ends. Mais les 5 amis sont nostalgiques et ils veulent faire quelque chose de spécial avant de partir chacun de leur côté, sachant qu'ils ne pourront plus se voir aussi souvent. Donc ils se sont mis à chercher quelque chose d'inoubliable avant de se quitter. Aaron leur dit qu'il y a une rumeur qui circule depuis maintenant 10 ans dans la ville. C'est à propos d'un homme qui a tué plusieurs randonneurs plus au nord de là où ils vont habituellement. Betty lui demande un peu plus d'informations car elle connaît pas du tout cette rumeur. Apparemment, il y a de ça 10 ans, la police a trouvé 3 corps de randonneurs dans une grotte. Après ça, la police a enquêté mais n'a jamais retrouvé le coupable. Et ils savent pas si c'est un être humain qui les a tués ou un animal qui ramenait ses victimes dans cette grotte. Et pour couronner le tout, les policiers auraient bouché cette grotte pour que plus personne ne puisse y rentrer. Mais les disparitions de randonneurs dans cette zone seraient plus fréquentes que dans n'importe quelle autre forêt. Mais aucun corps ne serait retrouvé, juste des disparitions. April lui dit alors que cette rumeur est vraiment très flippante. Les 5 amis se regardent et ils comprennent que ça va être leur truc à faire avant de se quitter et qu'ils vont avoir leur dose de trucs flippants. Les 5 amis préparent leur matériel, sac à dos, bouffe, boissons, chaussures de marche, lampe torche. Je vous rappelle qu'on est dans les années 90 donc il n'y a pas vraiment de téléphone comme maintenant. Ils vont quand même prévenir leurs parents respectifs qu'ils partent pour 2 jours. Ils ont prévu de camper pas trop loin de la grotte. Quelques jours plus tard, April et ses amis sont en route pour cette aventure. Ils sont venus avec 2 voitures et ils s'arrêtent sur un spot qu'ils connaissent déjà et ils ont décidé qu'ils marcheraient un peu plus car c'est plus loin que d'habitude. Aaron a fait des recherches sur l'emplacement de la grotte qui se trouve dans une zone où ils ne se sont jamais aventurés. Donc ils vont devoir prendre un peu plus de précautions et bien s'orienter. L'ambiance dans la forêt est plutôt calme. Il n'y a que le bruit des chaussures et les bruits que April et ses amis font, c'est-à-dire pas mal de bruit. Car ils parlent de ce qu'ils vont faire après leurs études et ils déconnent sur un peu tout. Et que plus tard ils raconteront aux personnes de la ville que cette fameuse rumeur est totalement fausse. Après quelques temps, ils décident de faire une petite pause et de manger un bout et de boire de l'eau. Car même s'il fait pas très beau, marcher les fait transpirer pas mal. Les sacs sont assez lourds, ils sont bien équipés. Ils se reposent pendant une petite heure et le groupe va continuer sa route jusqu'à la grotte. Après, il nous dit que l'atmosphère est quand même assez lourde.
Elle sait pas pourquoi mais elle se sent observée. Elle se dit qu'elle est juste paranoïaque vu que le crépuscule commence à tomber à cause de cette rumeur stupide qui trotte dans sa tête. Puis le petit groupe arrive à apercevoir cette fameuse grotte. Et malheureusement, elle est bien rebouchée. Le groupe d'amis décide de s'installer juste en face. Comme ça, ils pourront dormir à la belle étoile devant en faisant un feu et mettre leur sac de couchage pas très loin. Le groupe d'amis se repose, ils mangent un petit peu et ils rigolent. Et ils se disent qu'en fin de compte, cette randonnée, elle est plutôt cool. Et que même si les rumeurs sont fausses, ils prennent quand même vachement de plaisir. Brian leur dit qu'il doit aller pisser. Lewis lui dit « Attends, je t'accompagne, j'ai aussi envie de pisser. » Les gars contournent la grotte et vont plus loin dans les buissons. 5 minutes plus tard, le reste du groupe trouve que les deux garçons mettent vachement de temps pour aller pisser et ils décident de les appeler pour voir ce qu'ils font. Et puis ils voient les têtes de Lewis et de Brian qui apparaissent tout contents et ils leur disent qu'ils ont trouvé une petite ouverture dans la grotte sur le côté et qu'ils peuvent y passer mais qu'il faut des lampes torches et que pour y rentrer il faut passer un par un car l'entrée est assez petite. Les amis sont donc retournés à leur campement et ils ont pris leur lampe torche pour aller dans cette fameuse grotte où 3 cadavres ont été retrouvés il y a de ça plusieurs années. April, elle le sent pas du tout. D'habitude, c'est elle qui va en premier tête baissée. Mais là, elle a un mauvais feeling. Mais les gars la rassurent et ils lui disent que de toute façon, ils sont 5 et que même s'il y a quelque chose à l'intérieur, ils sont 5 contre 1. Donc rien ne peut leur arriver. Les garçons avancent dans la grotte et les filles les suivent. April nous dit que à l'intérieur de la grotte, ça pue quelque chose d'horrible. Et ils explorent un peu la grotte avec leurs lampes. Et elle nous dit qu'il y a un endroit dans la grotte qui ressemble fortement à des sortes de toilettes. Puis un peu plus loin, il y a des petites bestioles qui courent. Et dans un autre coin, le tunnel continue. Donc April et ses amis décident de continuer dans l'obscurité. April, elle le sent de moins en moins et elle dit que ça y est, là il faut rentrer. Plus il s'enfonce dans la grotte, plus il fait froid. April va malheureusement trébucher sur quelque chose. Un morceau d'os qui traînait au sol. April se met à crier. Brian la rassure en lui disant que c'est juste un petit os d'un animal mort. Il arrive à la rassurer après quelques minutes mais April dit toujours qu'elle veut rentrer. Du coup, le petit groupe décide de rebrousser chemin. Mais à un moment, le petit groupe entend un bruit résonner dans la grotte. Le bruit, c'est celui d'un rire cynique qui glace le sang de tout le monde. April et Betty vont commencer à courir tout en pleurant. Les 3 garçons les suivent et ils vont même passer devant les filles. Et April va vite comprendre pourquoi. Quelqu'un est en train de les suivre. Malheureusement, en trébuchant il y a quelques minutes, April s'était écorché le genou. Du coup, tous ses efforts lui font vachement mal. La personne qui les poursuit se rapproche de plus en plus. April peut le sentir dans son dos. Elle nous dit qu'elle sait pas comment est le type derrière elle car les lumières bougent trop. Et elle veut se concentrer sur sa course qui est déjà très difficile. Elle voit que les garçons sont déjà sortis de la grotte. Betty est en train de passer. April lui dit de se dépêcher car le mec est juste derrière elle. Puis vient le tour de April. Mais le mec a le temps de blesser April et de lui faire une entaille sur tout le bras. Et il essaye de la tirer vers lui. Mais ses amis ont plus de force que l'homme et ils arrivent à tirer April de leur côté. Le groupe est reparti dans la forêt. Même s'il faisait noir et que c'était dangereux, ils savent que le gars ne leur veut pas du bien. Ils décident de retourner sur leurs pas pour revenir en ville. Le bras d'April saigne quand même pas mal. Ils ont essayé de lui faire une espèce de garrot mais au bout de 2-3 minutes de marche, elle arrive plus à suivre. Sachant qu'en plus elle a un petit peu mal au genou. Les gars ont alors décidé de la porter chacun à leur tour. April nous dit qu'à ce moment-là, elle se souvient plus trop comment elle est rentrée car elle s'est évanouie. Mais les garçons lui ont dit qu'ils sont rentrés dans un temps record jusqu'à la voiture. Et ils l'ont directement emmenée à l'hôpital. Quelques heures après, April s'est réveillée à l'hôpital entourée de ses parents et de ses amis. April a eu des points de suture et ils lui ont fait des examens supplémentaires pour voir si elle n'avait pas contracté une maladie en se blessant là-bas. Quelques jours après, April et ses amis sont allés voir la police pour leur raconter tout ce qui s'était passé là-bas. Mais les policiers qui sont allés à la grotte ont bien trouvé une petite ouverture mais n'ont trouvé personne. Et ils ont décidé de reboucher le trou. Après ça, April n'a pas remis les pieds en forêt, même pas pour une petite balade. Quelques années plus tard, le groupe de potes ne s'est pas dissous. Mais April n'est plus avec Brian, elle est maintenant avec Aaron. Et ils ont même une magnifique petite fille de 1 an quand elle nous raconte cette histoire. Et elle espère que sa fille ne sera pas aussi aventureuse et stupide comme elle le dit. Et c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter vient d'une abonnée qu'on va appeler Nora. De nos jours, Nora a 26 ans, mais quand cette histoire lui est arrivée, elle avait 13 ans. Nora nous dit qu'à cette époque, elle habite Marseille et qu'elle est dans un collège public avec une option assez spéciale. Elle fait de l'équitation en sport. Elle nous dit que c'est assez rare, mais que du coup, c'est vachement cool. Donc tous les mardis après-midi, elle doit prendre un bus qui est à
1 heure de chez elle et qui l'emmène directement dans le club pour monter à cheval. Jusqu'à ce moment, rien de bien dérangeant. Elle a l'habitude de prendre le bus en ville. Elle nous précise aussi qu'à Marseille, aux horaires où elle doit prendre son bus, il est complètement blindé. Le contexte mis, on se retrouve en hiver, lorsque Nora finit son cours d'équitation. Elle a voulu rester un peu plus longtemps pour prendre soin de son cheval, et donc elle est partie plus tard que d'habitude. Et il fait déjà nuit. Et pour couronner le tout, Nora a raté son bus habituel. Donc elle attend à l'abribus dans le froid que sa ligne passe. Puis Nora monte dans le bus et se dirige tout au fond du bus. Elle nous précise que dans le bus, il n'y a que 3-4 personnes seulement. Sur le coup, Nora elle veut pas s'installer à l'avant du bus. Et comme elle était au centre équestre, elle sent un peu le crottin et en vrai, elle est fatiguée de ouf. Donc Nora y réfléchit pas trop et elle va se mettre à l'arrière du bus pour se reposer. Elle s'installe donc au fond, elle met ses écouteurs et regarde les rues défiler pendant son long trajet. Un arrêt, puis 2 et 3. Nora ne fait plus attention à qui monte et qui descend du bus. Elle regarde toujours par la fenêtre et écoute sa musique. Quand d'un coup, elle sent quelque chose de vraiment mauvais qui la fait directement sortir de ses pensées. Elle regarde du coin de l'œil et elle voit un vieil homme. Il est très mal habillé et il vient s'asseoir à côté d'elle. Sur le coup, Nora trouve cela très bizarre, car elle remarque que tous les autres passagers sont descendus. Nora, elle se pose directement la question suivante. Pourquoi il vient s'asseoir à côté de moi alors que tout le bus est vide? Nora, elle décide de couper la musique dans ses écouteurs de manière à pouvoir entendre ce qui se passe autour d'elle sans alerter la personne qui vient de s'asseoir à côté d'elle. 5 minutes passent puis Nora sent quelque chose entre ses côtes. C'est quelque chose d'assez dur. Puis d'un coup, l'homme lui retire un écouteur et lui chuchote. Si tu cries, je te crève. À ce moment-là, elle ne sait pas du tout pourquoi, ni quelle force l'a poussée à faire ça, mais elle s'est levée d'un coup et a hurlé de toutes ses forces. « À l'aide, il a un couteau !» Nora se dégage de l'homme en le tapant dans le visage avec son casque d'équitation et elle s'est précipitée à l'avant du bus en trébuchant quasiment. Heureusement, le conducteur a stoppé net le bus et il est venu se mettre entre l'homme et Nora. Le conducteur a dit à Nora d'appeler ses parents et il l'a laissé sortir du bus. En sortant du bus, Nora est complètement perdue et sonnée. Elle n'a pas osé appeler ses parents et elle est donc rentrée seule à pied dans les ruelles sombres. Par chance, aucun autre incident ne s'est produit. En rentrant, Nora est allée se doucher et elle n'a jamais reparlé de cette histoire à personne. Depuis, Nora a peur de prendre le bus seule le soir. C'est ainsi que se termine cette histoire. Ah ouais, t'es encore là après 1 heure de thread d'horreur. Et bah franchement, un grand bravo et un grand merci à toi. Et bah tiens, tu débloques ceci. Une photo dossier du petit cookie. Bon, ça c'est ce que j'utilise généralement sur Instagram pour prévenir qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc si t'en veux d'autres des comme ça, bah hésite pas à venir sur Instagram. Mis à part ça, si t'es resté jusque là, et bah c'est que ça t'a plu. Et ça me fait très plaisir. Voilà, si tu le souhaites, tu peux mettre un petit pouce bleu et t'abonner si c'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.